Ok, et ben c'est parti. Depuis la mort de Naël, on assiste à des nuits d'émeutes partout dans le pays. Les jeunes arrivent, pètent des vitrines de magasins, volent des vêtements, des PS5, des scooters, brûlent au passage toutes sortes de bâtiments, y compris des écoles ou des médiathèques. Donc la solution, envoyons des flics, et si ça suffit pas, la BRI et le RAID, et c'est ce qui est en train de se passer. Et puis si ça suffit pas, on peut envoyer l'armée et les autoriser à tirer sur la foule, parce que dans une société où le calme doit régner, le plus important, c'est l'ordre. Ça, c'est une manière de voir les choses. Et c'est la plus facile, c'est la plus simple, c'est celle qui est répétée un petit peu partout. Et beaucoup de gens s'arrêtent là, au niveau du raisonnement. Et nous, dans cette vidéo-là, on va essayer d'aller un petit peu plus loin. Pourquoi ? Parce qu'on pense que la situation est beaucoup plus grave que ce qu'on peut penser à première vue et qu'il ne faut pas jouer les feignants. Il ne faut pas jouer les feignants. Donc on va mettre tout ça dans son contexte. Depuis 2016, nous vivons presque sans interruption des mouvements sociaux. La loi retraite, Nuit debout, les gilets jaunes, la première, puis la seconde réforme retraite, la loi sécurité globale, BLM, Adama, Extinction Rebellion, les soulèvements de la terre et maintenant les quartiers. Sauf qu'aucune de ces luttes n'a pu contraindre le gouvernement à modifier sa loi. D'autres le diront peut-être même plus sèchement que moi, toutes ces luttes ont échoué. Et pourtant, nous sommes légitimes. La catastrophe écologique s'accélère et dépasse tous les pronostics. La réforme retraite n'a absolument aucun sens économique et ne fait que pousser les gens dans les galères, dans la maladie et dans la mort. La loi travail a empiré les conditions de travail dans un des pires pays d'Europe dans ce domaine. Aux Gilets jaunes, on réclamait plus de pouvoir d'achat qui aujourd'hui s'effondre. Et la démocratie aussi, on réclamait ça. Et aujourd'hui, vous comprenez bien que ça devient de plus en plus une fable. Quant au mouvement BLM et Adama, l'ONU le répète et le drame de Nanterre le confirme. Il y a bien un problème avec la police et le racisme en France. Qu'importe les mouvements auxquels nous avons participé ou à qui nous avons apporté notre soutien, qu'importe, au final, nous avons tous pris le même mur. Manifester ne sert à rien. Bloquer ne sert à rien. Occuper les ronds-points ne sert à rien. Et désobéir ne sert à rien. Si on reste sage, le gouvernement ne ferait rien et donc rien ne se passera. Si on bouge avec les partis ou les syndicats, eh ben en fait, on voit bien que ça ne sert à rien non plus et donc rien ne change. Et si on sort un tout petit peu des cadres qu'on nous impose, à partir de ce moment-là, il y a un nouvel acteur qui rentre en jeu, c'est le rouleau compresseur autoritaire de l'État. Pour ne pas amender la loi travail, ils envoient les flics et mutilent. C'est ces mêmes flics-là, avec le RAID et la BRI, qui ont fait le taf semaine après semaine de gazer, matraquer, mutiler et tuer les gilets jaunes pour que Macron puisse maintenir sa politique en faveur de ces mêmes enfoirés qui l'ont aidé à élire en finançant sa campagne, pour faire en sorte que jamais il n'y ait de RIC en France, pour faire en sorte que les riches s'enrichissent toujours plus. Et pareil pour la réforme retraite, c'est les flics qui détruisaient les piquets de grève, c'est les flics qu'on envoyait dans les universités déloger les jeunes et c'est les flics qui réprimaient les manifestations spontanées. Pourquoi ? Parce qu'il fallait que les Français travaillent 2 ans de plus pour enrichir les financiers, rien de plus. Et se rajoute à ça le rouleau compresseur médiatique et judiciaire qui joue exactement le même rôle, maintenir un ordre social où les riches deviennent plus riches et les pauvres plus nombreux. Et après le meurtre de Nanterre, rien n'est prévu, rien n'est prévu. Pas de réforme de la police, pas de réforme de l'IGPN et ils vont pas faire sauter la loi sur le refus d'obtempérer. Non, rien de tout ça n'est prévu. Face à un problème de violence policière, l'État ne sait répondre qu'une seule chose, plus de police, plus de répression. La Macronie, ce sont des éléments de communication répétés en boucle, des lois contre les pauvres et des flics envoyés quand ces pauvres se révoltent. L'État ne laisse rien passer, la police réprime, les riches n'ont jamais été aussi riches, les entreprises n'ont jamais fait autant de dividendes et la contrepartie c'est quoi ? C'est que pendant ce temps-là, la pauvreté s'installe durablement en France. Tous les prix flambent à cause des profits des multinationales qui bouffent peu à peu les rares marges ou les rares épargnes qu'on pouvait avoir. Les aides de l'État pendant le Covid doivent être remboursées, mettant plein d'entreprises dans la merde, tout comme le prix de l'électricité 4 fois plus élevé qu'il devrait être. Pourquoi ? Pour assurer la rente de quelques financiers. On vit la réalité du chômage au-delà du trucage des chiffres. On vit les amendes et la répression policière sans jamais pouvoir s'y opposer. Puis la saturation des tribunaux, la destruction des hôpitaux, la désertification de tout ce qui nous est vital. Et puis la loi sur le RSA, le chômage, la retraite, les hôpitaux, le contrôle de Twitter et de tous les réseaux sociaux en général. Même la volonté d'interdire de filmer la police. Le gouvernement ne supporte tellement pas la contradiction qu'ils ont interdit les casseroles. Et puis le mépris.
le mépris et encore le mépris. Pour eux, un bon français c'est quoi? C'est quelqu'un qui travaille, s'appauvrit et crève avant sa retraite et ferme bien sa gueule tout le long de sa vie. Le gouvernement prend une direction qu'on devine bien, la dictature. Pour qui? La dictature pour les riches. Et le monde aussi, on l'anticipe. Le capitalisme est en crise, le fric s'accumule sans aucune entrave, les effondrements financiers se rapprochent, tout comme une bonne partie de l'économie que l'État ne peut plus soutenir aujourd'hui. Les guerres commerciales se transforment en guerres militaires et puis tout s'organise pour en faire d'ailleurs des guerres mondiales. Se rajoute à ça la catastrophe écologique avec la misère et les inégalités qui vont avec. On sait ce qui se passe et ce qui nous attend. Un nouveau monde apparaît. Il est loin d'être aussi sage que celui qu'on laisse derrière nous. Et même pour le dire plus grossièrement, il a une sale gueule. Donc c'est pour ça que quand il y a des jeunes qui pisara, bon, voilà. Il y a une espèce de relativisme quand même à avoir par rapport à ce qu'on vit réellement dans cette société, par rapport à ce qu'est véritablement notre époque. Bref, voilà la situation. Rien ne va dans notre monde et à chaque fois qu'on essaye de s'opposer à une injustice pour essayer de résoudre les problèmes qui nous font face, eh ben on peut pas, parce qu'on est réprimé. Tout ça, on était tous d'accord à le dénoncer. Maintenant, il faut comprendre les conséquences de cette politique-là. À trop vouloir étouffer les révoltes, à trop saboter les contre-pouvoirs en permanence, à trop enrichir toujours plus les riches en renforçant les injustices et à laisser les pauvres crever la bouche ouverte, forcément, il fallait qu'il y ait une réaction. Et si tout le peuple est dans la merde avec cette situation économique, écologique et politique, certains endroits c'est encore pire. Alors ça pète dans les quartiers. Et pourquoi là-bas? Parce que les banlieues c'est 7,5% de la population française. Ce sont des ex-ouvriers d'usines qui prennent de plein fouet la délocalisation. Aujourd'hui, le taux de chômage y est 2 fois plus élevé que dans le reste du territoire. La moitié des jeunes n'ont pas d'emploi. 40% de la population est sans diplôme. Le taux de pauvreté est 3 fois plus élevé et la moyenne des aides de l'État inférieure au reste de la population. 2 fois moins de médecins y sont présents et évidemment peu ou pas de services publics. La misère s'entretient, alors la police casse tous les systèmes D quand les politiques font de la surenchère autoritaire pour séduire les petites vieilles qui votent pour eux et assurent leur règne. Et avec l'inflation et avec les morts et les violences et les tensions, la situation empirait jour après jour, semaine après semaine. Ce n'est donc pas juste de la colère qui aurait apparu subitement comme ça, c'est une révolte qui vient d'une situation très précise et qui ne s'organise pas n'importe comment. Comme en 2018, les gars des quartiers s'organisent sur les réseaux sociaux. Comme en 2018, ces réseaux sont limités par le pouvoir et ceux qui relaient les informations sur Internet sont réprimés. Comme en 2018, il se passe volontiers des partis et des syndicats impuissants qui ne les représentent pas. Alors comme en 2018, ils font en sorte que ce soit pas récupérable. On n'y va pas avec des tracts plats de revendications, mais avec une colère que les politiciens ne savent plus exprimer depuis longtemps. Comme en 2018, ça respecte aucune règle des manifestations syndicales. Il n'y a pas d'heure, il n'y a pas de lieu, il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin, il n'y a pas de leader, il n'y a pas de gestion de manif, avec des appels nationaux permanents dont personne ne connaît l'origine. Ça part défoncer des préfectures au pied des magasins dans les centres-villes, chez les bourges, là où le pouvoir se trouve, avec comme dernier acte, comme sublimation, les Champs-Élysées. Ça te rappelle rien ça? En 2018, les villes de campagne s'étaient unies. En 2023, c'est les quartiers qui agissent ensemble. Comme en 2018, ça se méfie des journalistes. Alors ils font le travail eux-mêmes et prennent la parole dans d'interminables lives sur Internet, où l'on dit des phrases courtes sans grand discours, avec leurs références, leurs blagues, leur esthétique, leur culture politique qu'ils ont créée sur le tas, comme en 2018. Ça parle pas pendant des heures sur les plateaux télé avec des cravates et des promesses, non, ça attaque directement les symboles de l'État et les radars, comme en 2018. On ne parle pas, on agit. En 2018, on volait les autoroutes, en 2023, on vole les grandes surfaces. Ça fait peur aux bourgeois, comme en 2018. On montre qu'on est là, qu'ils ne peuvent rien faire sans nous, et même s'ils ne le veulent pas, eh ben on est là, comme en 2018. Et comme en 2018, les médias déshumanisent, dépolitisent et écrivent leur histoire. Alors oui, ça brûle, et alors? C'est pas ça notre vie, c'est même pas ça nos manifs en réalité. Ça, c'est votre audience, c'est votre émission, mais nous, on sait d'où on vient, on sait ce qu'on fait. Et cette fois, Macron, il va pas faire de grands débats ou de grandes conférences sur l'écologie avec des gens tirés au sort qui vont dire des trucs qu'il ne va absolument pas respecter. Non, non, tous les tours de passe-passe que Emmanuel Macron avait utilisés pour un petit peu nous calmer, maintenant c'est terminé. On ne croit plus ce qui sort de sa bouche. Le pouvoir ne peut plus régler cette situation avec des tours de magie. Comme en 2018, rares sont les politiques qui ne les condamnent pas. Comme en 2018, les bourges paniquent dès qu'on touche à leurs biens, leurs propriétés. Le Fouquet's qui brûle est un scandale, comme la boutique Zara dévalisée. Comme en 2018, un pauvre qui désobéit est un délinquant, quand un riche qui exploite la misère achète sa légion d'honneur. Alors comme en 2018, la séparation est actée. Il y a eux et il y a nous. Nous, en 2018, c'était
c'est le peuple des provinces, le peuple des campagnes, le peuple qu'on a rendu dépendant de la bagnole. Et nous, en 2023, c'est le peuple des banlieues, le peuple des quartiers, le peuple des périphéries oubliées. Et à chaque fois, le peuple, c'est ceux qui ne se laissent plus faire, celui de la colère et des fiertés, celui qu'on ne voit jamais dans vos médias, dans vos politiques, dans vos considérations. Nous contre eux. Eux, c'est qui? C'est l'État, le pouvoir, les médias. Alors envoyez vos flics, vos propagandes, vos chiens de garde, on est là, avec cette sensation si dangereuse pour vous que nous n'avons plus rien à perdre. Et comme en 2018, tout évoluera très rapidement. Des millions de gens se politisent, des millions de gens discutent, des millions de gens changent d'avis, et ça, ce n'est jamais sans conséquence. Si on reprend l'expression, les gilets jaunes et les gays de quartier, c'est pas le même maillot, mais c'est le même combat. C'est pas les mêmes pratiques, mais c'est une organisation qui ressemble quand même vachement. C'est pas le même discours, c'est vrai. Mais par contre, c'est le même adversaire. Et les deux sont arrivés, et ça c'est très important de le noter, les deux sont arrivés après un échec électoral et des échecs syndicaux. C'est-à-dire qu'au moment où nous n'avons plus rien pour nous défendre face à l'injustice, à un moment où tous les moyens ont été épuisés, c'est à partir de ce moment-là où nous nous organisons entre nous avec nos téléphones pour pouvoir résister face au pouvoir avec nos pratiques, nos cultures et nos revendications. Et Gilets jaunes comme gars de quartier, nous avons exactement la même chose en tête. Si on ne le fait pas, qui le fera? Et c'est un mouvement qui est de fond, c'est un mouvement qui est historique, car depuis 2008, rien n'est réglé. Le système est en crise permanente qu'il ne peut pas régler et ça provoque partout des révoltes. Celle de la faim en Afrique en 2008, celle en Espagne et aux États-Unis en 2010 et en 2011, les mouvements en Amérique latine, en Iran ou dernièrement au Sri Lanka. Les gilets jaunes, comme les événements qu'on est en train de vivre, font partie de cette même histoire mondiale, de cette même continuité. Face à une impasse économique, face à une impuissance politique, le peuple se forme et s'organise de lui-même. Parce qu'on ne va pas se laisser crever de faim avec l'augmentation des prix et regarder les profits s'envoler sans rien dire, sans montrer du doigt les responsables. Et cette révolte-là, ce n'est pas un choix, c'est pas une volonté, c'est ce qu'il nous reste, alors on le fait. Voilà comment s'organise notre classe. Et ça, c'est une dynamique qu'on a développée dans notre vidéo qui s'appelle Retour du peuple, en description si ça t'intéresse. Et comme en 2018, le mouvement qu'on est en train de vivre aujourd'hui dans les quartiers est plein d'impasses et de contradictions. Brûler les préfectures, saccager les magasins de luxe et reprendre la bouffe pour le redistribuer au quartier, c'est une chose. Mais il y a bien d'autres choses qui sont faites qui n'ont pas été contrôlées. Il y a bien d'autres choses qui se passent en même temps dans cette même manifestation qu'on aurait pu éviter. Parce que quand on n'organise pas les choses comme il faut, en fait, c'est déléguer la stratégie à un effet de foule. C'est laisser les cons faire ce qu'ils veulent et après assumer les conséquences collectivement. C'est laisser les flics nous infiltrer comme ils l'ont toujours fait. C'est laisser la com aux bourses qui gèrent tout à travers leurs médias, c'est se condamner à se détacher de l'opinion publique au fil des heures de propagande télévisée. Et une fois qu'on aura tout cramé, on fera quoi? On les remplacera au pouvoir? Bah non, on n'est pas assez organisé pour ça. La violence, elle va redoubler et là-dessus, les flics seront toujours supérieurs au peuple, surtout quand ils vont être organisés bien comme il faut. 500 arrestations par soir et combien de blessés, de traumatisés, de morts? Combien resteront pour l'adrénaline? Combien partiront par l'épuisement? Combien oublieront? L'escalade jusqu'à quoi? Faire face à l'armée quand les réserves de feux d'artifice auront été épuisées? Jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien dans les quartiers et que ça justifie pour le pouvoir de dégager la population pauvre qui s'y trouve pour la remplacer par des bobos gentrifiés, ce qu'ils rêvent depuis des années et des années, jusqu'au moment où les plus tarés des flics auront imposé leurs revendications au gouvernement pour abattre quelques contre-pouvoirs qu'il reste. Et voilà un pass auquel nous faisons face en 2023, ce sont les mêmes qu'en 2018. Et donc comme chaque événement de l'histoire, ce qu'on est en train de vivre est contradictoire. Évidemment. Évidemment. Et les gilets jaunes aussi l'étaient contradictoires, évidemment. Et c'est précisément parce que c'est contradictoire, parce qu'il y a des choses qui nous poussent à nous remettre en cause et à réfléchir, que ça nous transforme si rapidement. Que en 2 semaines, en 3 semaines de lutte, on évolue politiquement bien plus rapidement que ces 10 dernières années. Et que ça arrive de cette façon à transformer littéralement des millions de personnes. Et si vous condamnez les violences qui sont en train de se passer dans les quartiers et que vous avez vécu d'une façon ou d'une autre les gilets jaunes, laissez-moi juste vous poser quelques questions. Est-ce que tu te souviens pas de la façon dont on est rentré dans les gilets jaunes et qu'on en est ressorti totalement transformé? Combien de fois dans nos ronds-points, parce qu'on a discuté avec d'autres gens sur des sujets auxquels on n'était pas d'accord,
on a changé d'avis finalement et on s'est rendu plus intelligent. Combien de fois on a discuté stratégie et tactique encore et encore? Combien de fois on avait une opinion totalement différente de la semaine passée? Combien de fois on s'est pris la tête entre nous parce que l'un des nôtres avait fait une connerie et qu'il fallait tous l'assumer comme des cons derrière? Et combien de fois, quand on nous le reprochait, on n'a rien cédé et on a toujours pointé du doigt, non pas le camarade gilet jaune qui avait fait de la merde, mais cet enfoiré de Macron qui détruisait ce pays. Combien de fois on s'est rendu incompréhensible par les autres parce qu'ils nous braquaient, parce qu'on n'arrivait pas à transmettre ce qu'on vivait réellement dans ces ronds-points et parce qu'eux refusaient de pointer leur nez et de découvrir véritablement ce qui se passait. Et combien d'ailleurs des nôtres sont passés juste parce qu'ils voulaient donner un petit café par curiosité et sont restés jusqu'à devenir nos frères. Nous avons tous évolué avec le temps, avec les gilets jaunes. Rien n'était stable, rien dans nos têtes, rien dans notre action, rien dans notre organisation n'était stable, tout était en mouvement et c'est exactement ce qui se passe aussi pour les gars de quartier. Et pendant les gilets jaunes, à ce moment-là précis, on savait que rien n'était parfait, rien n'était terminé, que les choses justes sont parfois dures à défendre, mais quand on a pris le côté du peuple, quand on a fait cette promesse, on tient sa promesse, on garde son honneur. En 2018, rappelle-toi, on a pris du temps aussi pour passer des simples actions, pour tenter de proposer une autre société, quelque chose qui dit voilà ce qu'on veut précisément pour avoir une direction, une stratégie. Nous aussi, on est tombé dans le piège de la surenchère des manifs violentes. Nous aussi, on s'est fatigué. Nous aussi, on n'arrivait pas à sortir de nos ronds-points. Nous aussi, on se faisait avoir par la propagande médiatique. Et en 2023, exactement les mêmes questions se posent. Mais comme vous le savez, l'histoire ne se répète pas, elle bégaye. Alors, ça veut dire que rien n'est joué. Alors, non. Non. On ne va pas jouer la convergence. La convergence n'est pas possible là pour l'instant tout de suite. Nous n'allons pas être les quartiers, les gilets jaunes et tout ce que tu veux, main dans la main contre Emmanuel Macron. C'est pas le temps encore pour ça. Non, parce qu'on a été divisé pendant trop longtemps, trop d'années pour qu'on en arrive là et qu'il suffit de le déclarer pour que ça arrive. Le déclarer, ce serait juste vous dire de faire quelque chose qui n'est pas possible. Ce qui est stupide. Et surtout, il ne faut pas venir s'approprier ce qui se passe dans les quartiers. Ce qui se passe dans les quartiers appartient aux quartiers. Ce qui se passait aux Gilets jaunes appartenait aux Gilets jaunes. Et personne ne devait s'approprier notre lutte. On avait fait d'ailleurs tout pour que ce soit impossible. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il ne faut pas être stratégique et tactique. Donc, je vais vous poser une question simple. Est-ce que oui ou non, ce n'est pas le moment parfait pour prendre notre revanche ? Regardez, les gars de quartier provoquent une immense crise politique, mobilisent quasi l'ensemble des forces de l'ordre, y compris le RAID, y compris la BRI. Et Macron n'a plus le choix que de donner carte blanche aux flics et d'envenimer encore plus la situation. L'apaisement, il ne l'aura jamais. Alors oui, Macron peut profiter de la situation pour renforcer son pouvoir dictatorial et c'est ce qu'il essaye de faire. Mais dites-moi, il fera quoi si en même temps que ces révoltes des quartiers, il y a d'autres manifestations, d'autres blocages, d'autres mouvements, d'autres grèves syndicales comme actuellement à Roissy ou même des grèves sauvages qui se déclarent partout. Il fera quoi si se rajoutent au débordement des quartiers d'autres débordements? Si d'autres revendications, d'autres réseaux, d'autres stratégies se mettaient en place et contestaient eux aussi le pouvoir? Si on sait que la situation est critique partout, que le retour au calme dans une société de crise comme la nôtre n'aura plus jamais lieu et que tout va s'accélérer dans le pire, qu'est-ce qu'on a à perdre quand en face il y a la guerre, la crise et le réchauffement? Et surtout, dites-moi, est-ce que les prix ils ont arrêté d'augmenter? Non. Est-ce que les salaires ils ont augmenté? Non. Est-ce que la retraite a été mise à 60 ans? Non. Est-ce que les engagements pour le climat ont été respectés? Non. Et est-ce que Macron est devenu démocrate? Non. Rien n'a été réglé dans ce pays. Tous les mouvements que nous avons lancés depuis 2016 sont toujours en cours, sont toujours légitimes et doivent être repris aujourd'hui que nous avons une opportunité de fou. Jamais nous n'aurons eu en France un mouvement qui soit à la fois dans les quartiers et à la fois dans le reste de la France. Jamais nous aurons eu l'opportunité aussi grande de mobiliser autant de personnes différentes sur autant de revendications différentes, avec des stratégies différentes, avec des revendications différentes, avec des actions différentes. Et nous avons délaissé dans le passé trop d'opportunités pour refaire aujourd'hui les mêmes erreurs, pour manquer encore une fois de stratégie. Les quartiers se bougent de leur façon, que les autres le fassent des leurs. Et même si on n'a pas les mêmes revendications, même si ce ne sera pas les mêmes actions, en face de nous, ce seront les mêmes flics qu'on va fatiguer et le même pouvoir qu'on va contester. Et rappelez-vous que plus un pouvoir est autoritaire, plus il est au bord du gouffre. Donc il est temps aujourd'hui de lancer et de partager un appel à nous
tous ceux qui avons soutenu ou qui avons participé aux manifestations sur la loi travail, aux manifestations sur la loi retraite, aux manifestations Adama, aux manifestations BLM, à Nuit debout, aux Gilets jaunes, à toutes les organisations écologiques qui se sont succédées ces dernières années, à nous qui avons été indignés face à toutes les saloperies qui ont été faites par le gouvernement Macron et par ce système-là depuis ces dernières décennies, à nous qui sommes révoltés et déterminés face à toutes ces injustices, à nous qui savons pertinemment que si rien n'est fait, le pire arrivera, à nous qui ne se laissent jamais faire, je vous le dis, c'est le moment d'y aller. C'est le moment de diriger notre colère au bon endroit, au bon moment et en même temps. C'est aujourd'hui qu'il faut réanimer tous nos anciens réseaux, qu'il faut relancer toutes nos vieilles conversations Messenger, qu'il faut rappeler tous ceux avec qui on s'est battu hier en leur disant le combat continue, le combat reprend, parce que tactiquement, stratégiquement, c'est ce qu'il faut faire là maintenant tout de suite. Puisque rien n'a changé, nous ne changerons jamais non plus, nous n'abandonnerons pas, on ne lâche rien. Que tout ce que vous avez appris ces dernières années vous soit utile dans le combat que nous allons mener aujourd'hui. Que tout ce que vous avez appris, vous puissiez le transmettre à tous ces nouveaux qui aujourd'hui se remettent en action. Qu'on apprenne tous ensemble de nos erreurs, qu'on arrête de repartir de zéro à chaque fois, qu'on arrête d'être tellement désorganisés que nous nous succédons tous dans des manifestations à quelques mois d'intervalle et que nous frappions fort tous ensemble. Et s'il est impossible aujourd'hui, encore une fois, de faire une convergence, rien ne nous empêche de faire les choses en même temps et de commencer petit à petit à se parler et à s'organiser entre nous. Alors peut-être que ça prendra du temps, même si je pense que les crises qui vont venir vont sévèrement accélérer les choses, on va pas se mentir. Mais surtout, moi, ce que j'aimerais dire, c'est que oui, on prendra le temps que ça prendra, mais quoi qu'il arrive, samedi prochain, c'est le 8 juillet. Et qu'aujourd'hui, devant vos ordinateurs, vous avez absolument tous les moyens à votre disposition pour organiser des choses, pour organiser la reprise des ronds-points, pour organiser des manifestations, pour organiser des blocages, pour organiser tout ce que vous savez faire, ce que vous avez appris ces dernières années. Il est temps de rentabiliser tout le temps militant que vous avez passé pour des actions qui, stratégiquement, vont mettre Macron à terre. À défaut de faire ensemble, faisons en même temps. Le 8 juillet, c'est une belle date. Le 8 juillet, c'est une belle date. Ça laisse suffisamment de temps pour nous organiser et je pense qu'à partir du 8 juillet, de toute façon, rien ne sera réglé dans les quartiers. Donc il y a moyen de faire des choses intéressantes. Est-ce que ça va suffire? Non. Est-ce que ça va nous permettre d'avancer? Oui, comme jamais. Comme jamais. Et j'aimerais juste aussi finir là-dessus sur une petite phrase un peu de... Voilà, mais que j'aime bien, qui je trouve résume bien la situation. Il n'y a qu'une seule certitude, c'est qu'un peuple ne naît pas dans la grandeur. Il grandit. Alors grandissons ensemble. On est sur Telegram. Et on a quelques jours encore pour boucler notre financement participatif. Donc n'hésite pas, tout est en description. Et puis force à vous, force pour toutes les initiatives que vous prendrez. Et puis on parlera de tout ça dans les prochaines vidéos. À la prochaine et on lâche rien, jamais. C'était une promesse, alors tenons-la.